Bonjour monsieur. C'est assez rare que je sois un petit peu productif pendant mon week-end, mais j'aime bien parler d'ésotérisme. Vous avez donné en plus d'être une question rigolote dans la tournure de phrases assez intéressante, et du coup j'ai trouvé trois parallèles avec trois signes ésotériques et notre profession, bien qu'elle soit pas ritualisée, on peut quand même faire des liens entre des choses ritualisées et la podologie. Du coup je vais parler de trois signes, le caducée de Hermès, le lemniscate, qui est un signe assez récent, mais quand même bourré de symboles, et l'ouroboros. L'ouroboros, où la prononciation n'est pas si facile. Bon monsieur, s'il y a des idées intéressantes qui vous viennent à l'esprit, ou pas forcément intéressantes, enfin des idées qui vous viennent à l'esprit, vous y réfléchissez, vous laissez reposer, et avec grand plaisir, on peut avoir un dialogue intéressant. Bon, premièrement, le caducée est un signe très ancien, qui a beaucoup de significations. Si je me rappelle bien, les premières traces, c'est en Mésopotamie. Et je sais qu'il est sur une coupe d'un roi mésopotamien. Je crois que c'est Gudéas, mais je suis pas bien sûr. Du coup, c'est un auto-enregistrement que j'ai mis au milieu, parce que du coup, je suis allé vérifier après. Et effectivement, Gudéas de Lagos est même la première trace que l'on a de Wikipédia. Une source moyennement fiable, mais tout de même intéressant, je vais dire. Donc on voit bien sur cette coupe les deux serpents qui s'entrelacent. C'est un signe d'harmonie. Le serpent a effectivement en lui-même une signification bien particulière. Son venin lui sert à tuer, mais à petite dose, c'est aussi un remède. Il y a déjà plein de parallèles à faire à partir de ça, mais je vais faire à chaque fois la signification et après l'intégrer dans la prise en charge du patient pour le podologue. Le serpent a donc un côté bénéfique et un côté maléfique. Donc, déjà à l'époque, on n'est pas bien sûr parce qu'on n'a pas de texte qui nous dit leur signification, mais on peut imaginer que déjà à l'époque, deux serpents qui s'entremêlent avaient déjà sûrement comme signification l'équilibre entre les antagonistes. C'est en tout cas la signification que l'on retrouve chez les Grecs et plus tard les Romains avec la figure de Hermès. Dans leur mythologie, Hermès arrive après le chaos primordial et son caducée, c'est la domestication, c'est l'harmonie après le chaos. C'était donc le chaos, c'était deux serpents qui se combattaient continuellement et Hermès les sépare et voilà, les sépare. Nos pratiques d'initiés, nos outils, nos traitements nous permettent, si bien réalisées, si bien comprises, de rétablir l'harmonie dans le patient. Le pied qui était noyé, qui était perdu, retrouve l'harmonie autour de l'axe de pronosupination, un travail de diplôme sûrement très intéressant qui viendra par la suite. Le patient retrouve donc l'harmonie. On peut aller plus loin que la simple constatation de l'axe de pronosupination, des tendances contraires, de la lutte contre la gravité. On peut aller plus loin encore. En allant plus loin, je vais passer très rapidement sur deux notions qui sont intéressantes, mais qui sont très rapides. C'est sur la mythologie chinoise et bouddhiste, qui ont aussi des signes assez proches du caducée de Hermès et oui, et qui donnent deux trucs intéressants. Eux, leur couple primordial, c'est Kui et Nukua. La prononciation est sûrement horrible, je l'ai noté et pourtant c'est sûr c'est horrible. Mais leur couple primordial, eux, ils sont munis d'une équerre et d'un compas, symbole de l'esprit et du corps, même dans notre franc-maçonnerie européenne. Euh, et aussi, c'est nos outils de mesure de l'esprit et du corps
qui est indispensable d'essayer de rendre le plus précis possible et de comprendre tout ce qu'elle fait, de comprendre tous les enjeux, de comprendre toutes les phases de la marche, toutes les petites choses qui se passent, de comprendre dans quel environnement le patient est au niveau émotionnel comme au niveau physique. Le deuxième, qui est donc dans l'ésotérisme bouddhique, et en particulier dans l'enseignement tantrique. Je sais pas si c'est le plus connu, c'est comme notre franc-maçonnerie ou notre alchimie. Donc, dans leur mythe, le bâton du caducée est remplacé par l'axe du monde, euh, qui a 6 niveaux de conscience. Au lieu d'avoir un bâton qui représente l'axe du monde, ils l'ont séparé en 6. Je vais pas tous les détailler, je vais juste dire le dernier, mais donc c'est l'axe du monde qui domine les serpents, la dernière étape. C'est la représentation de la Kundalini, et comme pour les serpents chinois, évidemment je l'ai mal prononcé, c'est pas si grave, mais c'est donc une force qui dort au bas du dos et qui s'élève par les chakras successifs, donc les 6 niveaux. Donc le dernier niveau de conscience, qui représente la pureté ultime, qui domine la fontanelle, nous donne comme objectif cette dernière étape. Je pense que donner comme objectif cela, c'est d'atteindre ça, c'est pas un bon objectif, ça serait plus d'essayer de rechercher la compréhension de ça, mais on peut pas l'atteindre, selon moi, selon Platon, selon beaucoup de gens, je pense pas que c'est un bon objectif. Donc après ces deux petits trucs, à l'époque romaine, le caducée rajoute de la symbolique à l'époque romaine. Il rajoute deux éléments, les ailes et le casque, qui pour moi donnent le meilleur symbole pour représenter la fractalité du monde. Mais toujours mais garde ce côté pour représenter la définition du mélange harmonique. Pour moi, chacun de ces symboles, c'est un point que le pied doit conserver ou récupérer pour que le traitement soit idéal. Et évidemment, ce que le praticien doit continuellement appliquer dans sa prise en charge, évidemment. Voilà. Bon, le caducée, c'est super vaste. Ces petites idées, faut prendre le temps de les mûrir. Et je me limite un petit peu, mais c'est une première idée, c'est le lien. Voilà, c'est un petit truc ésotérique rigolo. Donc maintenant, je passe au deuxième signe, le lemniscat, ou le signe d'infini. C'est le petit nom que lui a donné Jacques Bernoulli, un frère de la patrie suisse, mathématicien euh, qui a trouvé son équation. Ce qui est exceptionnel avec ce symbole, c'est il est d'apparence très simple, à réaliser d'une exceptionnelle difficulté pour qu'il semble être harmonieux, et sûrement encore plus dur de trouver son équation, mais comme elle est déjà faite, on n'arrive pas forcément à se rendre compte de la difficulté de trouver la trigonométrie, le théorème de Thalès, tout ça. Ça paraît simple à faire parce qu'on sait comment faire. Voilà. Mais le lemniscat, il représente la dualité, l'équilibre, l'harmonie, la beauté, l'amour, la justice, la symétrie, la perfection ou encore l'ordre. Bref, il exprime quelques lois fondamentales du cosmos. Du cosmos, j'ai réussi à bafouiller sur cosmos quand même. Les deux axes de cette figure sont perpendiculaires, ce qui fait que le centre est un point très important. C'est le lieu des réconciliations des opposés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise régulièrement comme symbolique du mariage.
Dans dans l'Antiquité grecque, comme bon, ce signe est assez récent. Bon, si ça a été créé par un Suisse, c'est forcément que c'est récent. La Suisse, c'est pas très ancien. Mais l'infini, le concept d'infini était évidemment déjà très réfléchi à l'époque antique. Et pour les Grecs, c'était l'infini, c'était le substrat de toute chose qui existe. Par exemple, un philosophe enfin c'est mon philosophe sûrement préféré de, euh, de l'Antiquité avec Boès, mais Boès est beaucoup moins connu. Il écrit toute chose comme en 5 parties. D'ailleurs, petit aparté, je reviens à l'explication, mais Boès, euh, à sa mort, ça coïncide avec le début du Moyen Âge médiéval. Et certaines personnes pensent que c'est parce que c'est la mort de Boès, mais non, c'est parce que il est mort à la même date de la fermeture de l'Académie de Platon. Et on dit que la fin le- de l'Antiquité philosophique, c'est la fermeture de l'Académie de Platon. Petit aparté, c'est cool la culture générale. Donc, Platon est décrit ça en 5 parties. L'avenir est une recomposition des choses du passé. Et ça se combine dans un éternel recommencement. D'un point de vue plus énergétique, par contre, le lemniscate montre que les flux se croisent dans des sens contraires. Pour le philosophe grec Héraclite d'Éphèse, donc citation, toute chose advient par le conflit. Chaque chose est mise en mouvement par son contraire, mais derrière cette apparence de conflit se cache l'harmonie, car il n'y a en réalité qu'un seul et même flux énergétique. Alors, si vous vous souvenez de la citation que j'avais écrite sur le tableau de la salle 309, ça se rejoint. C'est la loi de la polarité, issue pour la citation que j'avais écrite dans la salle 309 du Kybalion, mais qui est un principe très largement diffusé, compris et, et discuté pendant l'Antiquité. Et ça revient à dire globalement que toute chose possède des opposés. Mais en réalité, les opposés sont que l'expression d'un seul et même concept. Par exemple, le froid et le chaud sont des opposés, mais elles reflètent la... le concept de température. Ça aide à comprendre, et c'est important de comprendre, de réaliser que toutes les structures, que tous les opposés sont, doivent être à l'équilibre. Et si jamais le patient a un hallux valgus et qu'on essaie de le tirer en varus, on va aller contre le processus naturel qui était mis en marche. Peut-être que ce processus a été aggravé par la chaussure, mais ça on ne le sait pas. Donc, ou alors on ne le sait pas forcément à tous les coups. Ou alors il y a un moyen de le savoir, mais je ne le connais pas. Et, euh, et si jamais il était programmé depuis la naissance, aller contre ça, c'est aller contre sa propre harmonie, et donc on va faire du mal au lieu de faire du bien. Si on ne mesure pas assez l'importance, je le répète, de nos actes, petit jeu de mots, on peut faire perdre pied à nos patients. Pour l'explication complète, je vais rassembler l'ouroboros et le lemniscate, parce qu'ils sont assez complémentaires dans la prise en charge au pied, mais normalement l'ouroboros ça ressemble à ça. Il est néanmoins intéressant de les assimiler, et il est quand même représenté de temps en temps comme ça. C'est rare, mais c'est représenté quand même. L'ouroboros est un signe d'éternel recommencement comme le lemniscate, mais a une autre composante, ce serpent qui se mord la queue, qui est aussi représentation d'éternel recommencement, où il se crée par lui-même, de sa gueule advient, ou alors que sa gueule ne se transforme pas en truc créateur, mais comme truc destructeur, et que c'est de la voracité, c'est l'autodestruction.
Mais il représente donc aussi avec l'ouroboros les pathologies auto-aggravantes, comme le valgus derrière-pied, l'hallux valgus, plusieurs pathologies que l'on peut aider à ramener dans l'équilibre, ou qu'on peut créer, ou qu'on peut empirer. Donc il est important d'être éclairé à ce sujet. En plus que tous ces processus auto-aggravants, ils vont dans la pronation, qui est assemblée au vieillissement. On lutte contre la gravité, on essaye que notre patient soit le plus en supination, même si la supination a aussi des côtés pervers. Les deux côtés ont des côtés pervers. Les deux serpents seuls sont le chaos, mais ensemble, ramenés dans l'harmonie par le podologue, par un bon podologue, on va ramener les pieds sur terre à notre patient. Hihi. Mais un homme non initié, c'est un serpent seul. Il ramène le chaos dans le patient. Donc, le podologue ramène les pieds sur terre pour euh, toutes ces raisons-là dans son traitement, car il ramène l'harmonie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous n'êtes pas endormi et que vous avez plein d'idées euh, que vous allez mûrir et dont nous pourrons débattre intelligemment. Je sais pas quand, parce que c'est bientôt fini quand même. Bah, pendant le Semelle Challenge. En voilà un bon moment. Après ma victoire exceptionnelle. Bon, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est très gentil.